rapport du groupe de travail aptitude et médecine du travail en France, que déjà, il a commencé en 2014, il a été conclu en 2015. Le travail était en relation avec le projet de réforme, la réforme de la médecine du travail en France. Vous savez que maintenant, ils ont évolué vers l'équipe de santé au travail. Et ici, en particulier, ils s'intéressent à la question de l'aptitude. C'est en 1946 que la médecine du travail, vous voulez, a été pratiquement légiférée en France, c'est après la Deuxième Guerre mondiale, et en Algérie un peu plus tard. Elle confie le rôle majeur aux médecins du travail au sein du système de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Alors, les évolutions récentes ont incité les médecins du travail à accroître significativement leurs actions en matière de prévention des risques professionnels et de maintien dans l'emploi. Vous voyez qu'il y a deux aspects qui apparaissent dans les préoccupations actuelles dans les pays occidentaux, et en particulier en France, qui essaie de s'adapter à l'Europe, c'est de faire passer, de faire évoluer l'action du médecin du travail vers la prévention des risques professionnels et le maintien dans l'emploi des salariés. Alors, l'obligation de vérifier systématiquement l'aptitude des salariés à chaque visite médicale pèse sur l'activité des services de santé au travail et limite les effets des réformes engagées. Donc, ils s'aperçoivent qu'ils n'ont pas le nombre de médecins du travail est assez insuffisant chez eux et que les visites médicales périodiques d'embauche, etc., et les décisions d'inaptitude, donc empêcheraient les médecins du travail de réaliser leur activité visant à accroître la prévention, leur implication dans la prévention des risques professionnels et le maintien dans l'emploi. Le service de santé au travail est supposé jouer un rôle. Alors ça, c'est les réflexions de ce groupe de travail. Deuxième réflexion, le service de santé au travail est supposé jouer un rôle prépondérant dans la surveillance périodique de l'état de santé des salariés. Ce suivi est aujourd'hui réalisé en réponse à des obligations réglementaires plutôt qu'à des besoins de santé. Ce qui apparaît à travers l'analyse de ce groupe de travail français, c'est que l'activité du service santé au travail se fait en réponse à des obligations liées à la loi et non pas à des besoins de santé, qui sont autre chose. Les exigences réglementaires, c'est une chose, et le besoin de santé, il est lié à l'analyse épidémiologique de l'état de santé des salariés. Ils invoquent que le décalage est massif entre, d'une part, le nombre de visites d'embauche et de visites périodiques à réaliser, et d'autre part, le nombre de visites effectuées. Ils ont beaucoup de salariés à surveiller et ils en font très peu. Un, cela ne répond pas à des besoins de santé. Deux, et ils n'en font pas autant que le prévoit la loi. La détermination de la périodicité des visites médicales repose sur des consensus construits entre les partenaires sociaux et l'État, plus que sur les justifications de nature médicale. La périodicité tous les 6 mois ou là, tous les ans, etc., c'est plus un consensus qui se passe chez eux en France. Et à titre d'illustration, l'obligation de visite tous les 6 mois pour les travailleurs de nuit est citée régulièrement comme non pertinente. Il apparaît, selon les études, que le fait de surveiller tous les 6 mois les salariés de travail de nuit n'a aucune justification technique ou médicale en termes de prévention de l'altération de la santé. Ce n'est pas parce que vous surveillez, vous voyez, vous faites une visite médicale tous les 6 mois à un travailleur de nuit que vous allez prévenir l'altération de sa santé du fait de maladies qu'il aurait ou du fait de l'exposition au travail de nuit. Ensuite, il s'est avéré que vous savez que là en France, ils ont un organisme depuis 2011 qui permet, du fait de l'incapacité à prendre en charge toutes les visites, de faire des dérogations. Ils sont arrivés à faire des dérogations jusqu'à 72 mois. Ça veut dire 5 ans. Donc des dérogations jusqu'à 5 ans. Ça veut dire qu'une visite médicale périodique tous les 5 ans. Et donc là, ce n'est pas fondé sur les besoins de santé, mais plutôt sur les contraintes de la ressource médicale, sur le fait qu'ils n'ont pas de médecin pour assurer ces visites. Autre aspect, le contexte de vieillissement de la population. Voilà. L'intensification du travail. L'intensification du travail, c'est donc les cadences liées à la technologie, le recours massif aux formes d'emploi précaires, les emplois de 2 mois, 3 mois, l'apparition de nouveaux risques professionnels qui ont des effets différés, l'explosion de pathologies liées aux organisations de travail, troubles musculo-squelettiques, les psychosociaux, imposent un changement de paradigme. Voilà. Donc, ils introduisent maintenant leur sujet, ils disent il faut qu'on change. Nonobstant tout ce qu'on vient de dire, il faut adapter la surveillance de l'état de santé des salariés en tenant compte de la globalité de leurs besoins de santé et des recommandations de bonnes pratiques. Alors, les besoins de santé sont déterminés par des études épidémiologiques, je suppose, et les recommandations de bonnes pratiques sont des recommandations qui sont faites par des autorités sanitaires bien identifiées. Il est également indispensable d'interroger la pertinence des notions d'aptitude et d'inaptitude médicale au post-travail. Ils vont plus loin, ils disent est-ce que c'est pertinent le fait de dire bon, ce monsieur est inapte ou apte médicalement au poste de travail?
Là, c'est une question importante. Eux, donc, ils s'interrogent sur la pertinence. Ils disent qu'il vaut mieux permettre aux médecins de se consacrer davantage à la prévention des risques professionnels par des actions individuelles et collectives dans l'entreprise. L'adaptation des postes de travail et le reclassement des salariés constituent également une priorité. Donc, adapter les postes de travail, adapter, c'est vraiment aller sur le lieu de travail, étudier les postes, voir ce qui ne va pas chez le salarié et voir comment modifier le poste de travail. Le reclassement aussi est une priorité pour eux. Donc, vous voyez qu'ici, nous avons un problème là. Donc, dans le deuxième argument, ils remettent en cause même la périodicité, le fait que le médecin ne fasse que les décisions d'aptitude et d'inaptitude. La mission, c'est-à-dire le groupe, propose le remplacement de la visite d'embauchage par une obligation d'information et de prévention qui est réalisée par l'infirmier en santé au travail, sous la responsabilité du médecin du travail. Et là, nous arrivons dans des modifications importantes qui ont été réalisées chez eux. C'est la visite d'information et de prévention et le concept d'infirmier en santé au travail. Donc là, c'est un contexte bien français parce que ils ont plus d'infirmiers que de médecins. Et nous aussi, nous avons certainement plus d'infirmiers que de médecins du travail. Mais nous avons ce qu'on appelle en Algérie, médecins habilités. On y reviendra. À l'issue de cette visite, l'infirmier, c'est l'infirmier qui reçoit le salarié. L'infirmier va décider, c'est lui qui décide, s'il doit l'orienter vers le médecin ou non, s'il le juge nécessaire. Ensuite, la périodicité des visites infirmières ou médicales ultérieures est déterminée dans le cadre de cette visite sur la base de protocoles. Donc là, les protocoles sont rédigés à l'avance par une haute autorité ou par le service de santé après un éventuel échange avec le médecin du travail. Donc la périodicité avec un éventuel échange. C'est-à-dire que l'infirmier peut faire la périodicité sans faire l'échange avec le médecin du travail. Mais ils ont une formation d'infirmier en santé au travail. Cette visite devra avoir lieu au plus tard dans les 3 mois suivant l'embauche pour les salariés occupant un poste à risque, 6 mois pour les autres. Donc, c'est pour la visite d'embauche, 3 mois pour les postes à risque, on va y revenir, et 6 mois pour les autres. Si on voit le contexte algérien, on peut penser que le médecin habilité peut constituer disons, une première barrière, si vous voulez, et le médecin du travail peut intervenir en seconde intention. Je suis en train de travailler sur ce document et de voir les implications éventuelles chez nous, parce que de toute façon, ce qui se passe actuellement, c'est que le médecin habilité joue le rôle de médecin du travail, ce qui n'est pas normal. Quatrièmement, les modalités de surveillance des salariés occupant un poste à risque devront être déterminées en fonction de recommandations validées par la haute autorité de santé. Donc, ils disent, les postes à risque, il faut que ce soit déterminé par une haute autorité. Donc, on ne va pas permettre à n'importe qui d'identifier ces postes à risque. La mission recommande le maintien d'une visite médicale tous les 5 ans au minimum pour tous les salariés et celui de visite à périodicité plus rapprochée pour les salariés occupant un poste à risque. Dans ce contexte, la possibilité de visite à la demande par le salarié doit être rappelée de façon régulière. Donc, ils disent tous les 5 ans, oui, mais il faudra faire en sorte que le salarié, quand même, puisse avoir la possibilité de voir le médecin du travail lorsqu'il le demande. Donc, la mission, ça veut dire le groupe, souligne l'importance de la traçabilité individuelle des expositions. Donc là, c'est important, la traçabilité individuelle. C'est-à-dire, c'est plus la traçabilité par poste. On ne va pas dire que le poste de menuisier a les expositions terres. On va dire les expositions de Mohamed Ben Ali a les expositions terres. Et recommande une consolidation au niveau national de ces données. Donc, il y aurait un fichier à l'échelle nationale, dans le respect du secret médical, afin de favoriser la connaissance épidémiologique dans ces domaines et d'améliorer ainsi la prévention individuelle et collective du travail. La périodicité serait plus longue, tous les 5 ans, sauf pour les postes à risque, l'évaluation de l'exposition individuelle avec un fichier national. La 7e proposition, c'est que la vérification systématique de l'aptitude dont ni la pertinence médicale, sauf pour les postes sécurité, ni la pertinence juridique ne sont établies. Selon la mission, à l'occasion de l'ensemble des visites obligatoires, donc la vérification de l'aptitude occupe la plus grande partie du temps médical au détriment d'une surveillance de l'état de santé adaptée aux besoins des salariés et des actions au milieu de travail. Donc, ils disent que le médecin du travail perd trop de temps à cette histoire d'aptitude et d'inaptitude au lieu de s'occuper de la surveillance de l'état de santé et de l'exposition. Alors, la notion d'aptitude, autre argument qu'avance ce groupe, c'est que la notion d'aptitude est une notion floue qui soulève des difficultés pratiques. Chez eux, en France, elle ne figure pas dans la directive cadre. Alors, la directive cadre, c'est la directive européenne, puisqu'ils sont en Europe, sur la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Elle n'est pas définie par le Code du travail français, ce qui suscite des confusions du fait de la difficulté de cerner le poste de travail ou l'emploi et de la proximité avec les notions voisines d'aptitude professionnelle ou d'invalidité. Donc, là, ils disent qu'il y a un problème, l'aptitude, l'inaptitude, l'aptitude professionnelle, l'invalidité. Il y a des confusions. Et puis, sur le plan réglementaire, ce n'est pas bien cadré.
Et puis, même sur le plan concret, inaptitude, il y a des difficultés pratiques. Alors, quand il dit difficultés pratiques, on va y revenir. La mission a constaté que la notion d'aptitude soulève des interrogations de nature éthique et déontologique. La mission a pu constater des pratiques hétérogènes. Ça veut dire que les médecins du travail n'appliquaient pas ces concepts d'aptitude et d'inaptitude d'une manière homogène. Chaque médecin, selon son point de vue, va s'appuyer plus sur une logique de prévention pure et certains vont s'appuyer plus sur une logique sécuritaire. Donc, c'est quand même deux approches différentes. Moi, par exemple, l'approche sécuritaire, moi, je suis médecin du travail, je ne prends aucun risque. S'il y a le moindre doute, je déclare inapte. Tandis que les autres vont dire, bon, mais moi, je vais plutôt aller voir sur le poste de travail, ah, il y a telle particule à tel aérosol, donc on va demander d'installer un capteur, et puis c'est réglé. Et puis, je vais déclarer le salarié apte. Vous voyez que là, il y a une logique de prévention et une logique sécuritaire. La logique sécuritaire, je ne me casse pas la tête, il y a un danger, je déclare inapte. Huitièmement, interlocuteur de la mission, on fait valoir que les conséquences des avis d'aptitude ou d'inaptitude des médecins de travail sont parfois difficiles à comprendre et ou à mettre en œuvre par les entreprises, notamment dans l'hypothèse d'aptitude avec d'importantes réserves, ce qui alimente des contentieux et contestations tant devant le juge judiciaire que devant l'administration du travail, c'est-à-dire l'inspection du travail. Ça, c'est un autre argument qui est important, c'est que la difficulté à comprendre l'avis d'aptitude ou d'inaptitude, surtout lorsqu'il est avec réserve. Par ailleurs, la pertinence médicale de la notion d'aptitude n'est pas établie. Là, on parle de notion de la pertinence médicale. Comment il voit cette pertinence? Elle est peu efficiente lors de la visite d'embauche. Pourquoi elle n'est pas efficiente, l'aptitude, lors de la visite d'embauche? Parce qu'il y a impossibilité pour le médecin du travail d'avoir une connaissance approfondie de l'état de santé réel du salarié et de la connaissance parfois insuffisante du poste de travail par le médecin. Surtout quand il y a des dizaines d'entreprises, il est rare que le médecin connaisse tous les postes de travail. Et ensuite, par exemple, un salarié qui a des troubles psychiatriques ne va pas le dire au médecin. Donc, le médecin est dans l'impossibilité de connaître cette affection psychiatrique. Voilà donc l'aspect qui justifie le manque de pertinence de l'aptitude ou de l'inaptitude à la visite d'embauche. Elle n'a pas de caractère prédictif. Ça veut dire que même si vous pensez qu'il peut y avoir un problème d'aptitude, inaptitude, mais il est possible que quelques mois après, il y ait une modification de l'état de santé du salarié. Et ensuite, elle n'est pas utile à la prévention. Que vous ayez dit qu'il soit apte, il est apte, est-ce que ça va améliorer la prévention? Non. Le salarié va être affecté dans un poste où il y a du bruit et il va vous revenir 4 ou 5 ans après avec une surdité. Donc, est-ce que l'aptitude déclarée à l'embauche, est-ce qu'elle est pertinente? Enfin, elle ne constitue pas une protection juridique pour l'employeur. L'employeur ne peut pas dire au juge, j'ai fait une visite d'embauche et le médecin a déclaré apte. Autre aspect, la visite d'aptitude n'intervient pas dans la reconnaissance de l'accident du travail. Quelqu'un qui est apte, donc cet aspect ne rentre pas en ligne de compte dans la reconnaissance de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, ni en matière de respect de son obligation de sécurité et de résultat. Donc, par exemple, l'employeur a une obligation de résultat dans le domaine de la sécurité. S'il va dans le juge et qu'il apporte un certificat médical d'aptitude délivré par le médecin du travail, cela n'exclut pas qu'il peut être condamné parce qu'il n'a pas assuré la sécurité, alors que le salarié était apte. Alors, que veut dire le fait d'être apte alors qu'on peut faire un accident du travail quelques jours après? Donc, vous voyez qu'il y a quand même une argumentation là qui peut se tenir et qui nous amène à réfléchir. La réglementation nous oblige à faire les visites médicales et de déclarer l'aptitude. On va continuer à le faire, mais il faut le faire d'une manière intelligente, sachant les questionnements qui sont posés dans d'autres pays qui ont appliqué le même principe, le même système, particulièrement la France, qui a ce système. D'ailleurs, je dirais que ce système d'aptitude-inaptitude est un peu spécifique au système de médecine du travail français. S'agissant de l'inaptitude, elle ne joue que marginalement un rôle de protection de l'emploi du salarié, puisque 95% des salariés déclarés inaptes sont licenciés. Une petite minorité d'entre eux seulement parvient à retrouver du travail. Là, c'est un argument à deux poids. Si 95% des inaptes déclarés par le ministre du Travail sont licenciés, c'est-à-dire qu'ils sont sans emploi, je ne sais pas dans quelle mesure, si vous voulez, la constatation de l'inaptitude pose problème. Elle intervient désormais soit en conclusion d'un processus d'adaptation du poste, soit comme une mesure thérapeutique visant à soustraire le salarié de son milieu de travail afin de protéger sa santé. Il n'y a plus rien à faire, eh bien, on va tout simplement faire en sorte que le salarié soit retiré du poste. Donc là, je vous demande de faire très attention à cet aspect et de vous poser ces questions avant de déclarer une inaptitude. En conséquence, c'est le 11e point, le groupe propose de strictement limiter le contrôle de l'aptitude aux salariés
qui occupent un poste sécurité. Et là, donc, c'est clair. Pour eux, l'aptitude, l'inaptitude réelle pour les postes sécurité. Et vous allez voir qu'ils rajoutent des aspects. Hein. Ce contrôle interviendrait avant l'embauche et il serait renouvelé ensuite à périodicité régulière et serait opéré par un médecin distinct du médecin du travail qui assure le suivi habituel. Ça. Cela veut dire qu'il s'agirait plus d'un contrôle et donc qui est fait par un médecin qui n'est pas le médecin du travail pour les postes de sécurité. Donc le médecin, lui, ferait le suivi, mais pas la visite d'embauche. La mission propose de ces postes la définition suivante. Alors, quand on dit poste de sécurité ou poste de sécurité, il faut qu'on s'entende. Voilà la définition qu'il donne. Les postes de sécurité sont ceux qui comportent une activité susceptible de mettre, du fait de l'opérateur, gravement et de façon imminente en danger la santé d'autres travailleurs ou de tiers. Et là, par exemple, il nous donne des pilotes d'avion, des conducteurs de train, des grutiers. Vous voyez que le nombre de postes est quand même limité, là. Je veux dire le nombre de postes, pas le nombre de salariés qui occupent ces postes. Donc, ce n'est pas des postes à haut risque. Ce n'est pas le soudeur, ce n'est pas celui qui utilise le benzène, les solvants, non. Donc, dans la surveillance tous les 5 ans. Pour les postes de sécurité, c'est des postes où ils peuvent mettre gravement et de façon imminente, c'est-à-dire à n'importe quel moment, et en danger l'ensemble du travail ou d'autres travailleurs. Alors, réfléchissez à cette question. En complément des textes réglementaires qui peuvent les recenser, dans certains secteurs d'activité économique, la mission, c'est-à-dire le groupe de travail, propose un mode d'identification de ces postes par l'employeur après avis du médecin du travail et du CH, et de la commission d'hygiène et de sécurité. Donc là, c'est pour les textes qui vont réglementer les autres postes donc à surveiller. Elle suggère une énumération de ces postes dans le règlement intérieur, document qui est soumis au contrôle de l'inspecteur du travail, et une évaluation de la mise en œuvre de ces dispositions au niveau national. Cela veut dire la haute autorité va fixer les postes et puis à l'intérieur, dans le cadre de l'entreprise, le règlement intérieur va dire c'est tel poste, tel poste. La mission suggère de prévoir une surveillance renforcée de leur état de santé pour les salariés qui ont un poste à risque. Donc, vous voyez qu'ils ne confondent pas tous les salariés, les postes de haute sécurité, les postes de sécurité et les postes à risque. Donc, on a 3 catégories. Hein. Alors, les postes à risque sont définis par le médecin du travail sur proposition de l'employeur. Le médecin inspecteur régional du travail pourrait être saisi en cas de litige. La périodicité des visites et le contenu précis de cette surveillance devraient être définis par des recommandations proposées notamment par la Société française de médecine du travail et validées par la Haute Autorité de santé. Donc là, la Société algérienne de médecine du travail, elle ferait bien de commencer à se poser ces questions. Dans l'attente de ces recommandations, la mission propose un entretien infirmier tous les 2 ans. Alors pour les postes à risque, il propose tous les 2 ans au lieu de tous les 5 ans et une visite avec le médecin du travail tous les 5 ans. Donc, un entretien infirmier tous les 2 ans et une visite avec le médecin du travail tous les 5 ans. Pour les autres, c'est tous les 5 ans un entretien d'embauche, un entretien, je veux dire, avec l'infirmier. Cette périodicité de visite médicale est celle retenue pour tous les salariés n'occupant pas un poste de sécurité, étant rappelé que l'organisation, c'est-à-dire l'entreprise, l'organisation d'une visite à la demande de l'employeur ou du salarié est toujours possible et qu'il appartient au médecin d'ajuster les modalités du suivi de santé des salariés en fonction des risques auxquels ils sont exposés et de leur état de santé. Donc voilà, quand même, ça nous perturbe un peu ces questions, mais je pense que nous sommes universitaires et nous devons nous poser ces questions. Pour tous les salariés qui n'occupent pas des postes de sécurité, la mission propose d'abandonner la vérification systémique de l'aptitude, systématique de l'aptitude, qui concluait jusqu'à présent les visites médicales. Donc, le médecin du travail délivrerait seulement une attestation de suivi par le médecin du travail ou l'infirmier. Si nécessaire, le médecin du travail précisera ses préconisations d'aménagement du post-travail ou de reclassement. La mission suggère de mieux organiser l'action du médecin du travail en faveur de l'adaptation du poste. C'est différent. Se prononcer sur l'aptitude et l'inaptitude est une chose, adapter le poste est autre chose. C'est vraiment aller sur le lieu de travail et faire un travail d'équipe avec l'équipe de santé, avec les salariés, pour adapter le poste. Et s'occuper du reclassement par le biais de préconisations qu'il adresse à l'employeur tout au long de la vie professionnelle du salarié. Donc, il y a un suivi de la vie professionnelle tout au long de sa vie et le médecin de travail va veiller à l'adaptation du poste de travail. Donc, il est suggéré, donc là, c'est un article de chez eux, du Code du travail, de clarifier le rôle de l'employeur et celui du médecin du travail en permettant au médecin de formuler des propositions concernant l'adaptation du poste de travail relatif aux capacités restantes du salarié. Donc, on adapte le poste en fonction des capacités restantes. Par exemple, le salarié a perdu une main, il lui reste une main. Donc, on va essayer d'adapter le poste en fonction des capacités restantes. Cela permettra à l'employeur d'ajuster le poste de travail ou de proposer un reclassement. Pour sécuriser la rédaction de ces propositions,
quand elles entraînent une réduction significative des tâches exercées, la mission suggère une relecture collégiale interne au service de santé au travail de ces propositions dans le respect du secret médical, que le service de santé au travail propose une aide à l'employeur et que le dialogue entre l'employeur et le médecin du travail soit organisé. Donc, dialogue employeur-médecin du travail et dialogue entre les médecins du travail, entre eux, de l'équipe de santé au travail. La mission fait des propositions visant à donner une plus grande efficacité à la visite de pré-reprise pour favoriser le maintien dans l'emploi. La visite de pré-reprise, c'est celle qui est faite après un arrêt de travail pour maladie professionnelle ou autre, après une absence. Elle propose d'aménager le régime juridique de la rupture du contrat de travail, consécutif à la constatation d'une aptitude d'une part, en généralisant le principe de la constatation en une seule visite, sauf décision contraire du médecin du travail, d'autre part en introduisant des conditions de fond à la constatation d'inaptitude. Parce que chez eux, donc, une fois que la constatation d'inaptitude définitive est faite, cela déclenche un processus juridique. La mission suggère de décharger l'inspecteur du travail des recours contre la préconisation ou les avis d'inaptitude du médecin du travail pour l'instruction desquels il ne dispose pas des compétences médicales indispensables. Donc, ils disent que l'inspecteur du travail n'a pas des compétences médicales pour étudier les recours sur les décisions du médecin du travail. Donc, pour cela, il propose confier ce recours à une commission médicale régionale instituée, instaurer contestation devant une structure collégiale interne au service de santé au travail, et pour les cas résiduels, les cas qui n'ont pas de solution, un recours à un expert médical judiciaire. Ça, c'est pour les recours. Et avant de terminer, afin de permettre une solution de certaines situations de blocage actuelles, donc ils ont certaines situations particulières. La mission propose d'une part que le médecin du travail puisse signaler dans son avis d'inaptitude qu'un reclassement serait préjudiciable à la santé du travailleur, ce qui dispenserait l'employeur d'une recherche de reclassement. D'autre part, que le refus par le salarié d'une proposition d'adaptation du poste de travail ou de reclassement conforme aux préconisations du médecin de travail, dès lors qu'elle n'entraîne pas de modification du contrat de travail, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. C'est une situation un peu spécifique, mais qui se passe chez nous aussi. Et enfin, pour terminer, la mission fait le constat d'une multitude d'acteurs et de dispositifs qui concourent au maintien de l'emploi. Donc, ce groupe de travail dit qu'en France, il y a beaucoup de dispositifs pour le maintien à l'emploi. Je ne sais pas si chez nous, donc, on ne devrait pas aussi commencer à nous intéresser au maintien à l'emploi. Elle suggère des pistes pour clarifier, simplifier et surtout coordonner et piloter cet ensemble complexe dont l'efficacité est globalement encore insuffisante.